L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais reste à savoir comment s'emparer du sujet. Les outils d'IA, bientôt incontournables dans la propreté, permettent de gagner en efficacité et en productivité, à condition de construire en amont une démarche déterminant les domaines prioritaires et la stratégie de déploiement. Quelles solutions choisir ? Comment les implémenter dans son organisation et embarquer ses équipes ? Peuvent-elles faciliter le recrutement, aider à la formation ou encore optimiser l'exploitation ? Comment va évoluer la réalisation du chiffrage ou du cahier des charges et quelles seront les conséquences sur les relations avec les clients ? Enfin, sera-t-il possible demain de combiner IA et cobotique pour créer de la valeur ? Tout de suite, nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos 3 invités autour de la table ce matin avec moi. Christopher Tollner, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'informatique et de l'innovation digitale au sein du groupe GSF. Bonjour Clément Léhy, vous dirigez la société Mako, entreprise de propreté basée en Île-de-France. Et Jean-Baptiste Fauché, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur d'iTeam en France. Pour commencer, Christopher Tollner, vous avez participé à une émission sur l'IA dans la propreté. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui ? Oui, une étude. Oui, avec plaisir. Je fais partie de la commission études et prospectives de la FEP. Et l'année dernière, en début d'année, le monde de la propreté a lancé une étude pour comprendre vraiment le niveau d'adoption de l'IA au sein de la branche. Et je dois dire qu'on a été surpris. On a été surpris de voir l'engouement qu'il y avait aujourd'hui au sein des entreprises de propreté autour de l'IA. Donc, on a dénombré plus de 100 cas d'usage déjà. Et il y a de ça plus d'un an maintenant, 100 cas d'usage, à la fois au niveau terrain, mais aussi pour les fonctions de support. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail qui est fait par le monde de la propreté, pour partager tous ces cas d'usage, et aussi les bonnes pratiques, et tout le plan sectoriel qui est en train d'être mis en œuvre. D'ailleurs, c'est disponible sur le site du monde de la propreté, on peut le signaler. Absolument. À côté de ça, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même une différence de maturité en termes des différents acteurs au niveau de la mise en œuvre de l'IA. Et maintenant, si vous me demandez où on est GSF aujourd'hui en termes de mise en place de l'IA, GSF est une entreprise, on est Bicorp, on est EcoVadis Platinum, comme vous le savez. Et donc, ça veut dire qu'on a une amélioration continue et donc une innovation aussi qui est en cours en permanence. Et donc, ça veut dire que ça fait déjà depuis quelques années qu'on fait un travail de fond pour moderniser toutes nos applications, toute notre infrastructure, qu'on digitalise aussi massivement nos opérations avec plus de 2 millions de documents qu'on dématérialise. Et ça fait aussi plusieurs années qu'on est en train de travailler différentes technologies de l'IA. On n'a pas attendu ChatGPT pour faire ça. Est-ce que vous saviez que le premier robot autonome de nettoyage en France a été conçu par GSF avec la société Robosoft. Eh bien, vous pouvez aller le voir. Il est au Musée des Arts et Manufactures à Paris. Et c'est sans doute qu'on était un peu en avance sur notre temps. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire vraiment, c'est qu'aujourd'hui, pour être à la pointe de la technicité, l'IA est devenue contournable. Et nous, donc, on a un large portfolio d'applis, de cas d'usage qu'on est en train d'instruire et mettre en œuvre. Est-ce que pour vous, Clément Léhy, pour survivre, une entreprise de propreté doit absolument intégrer des outils d'IA ? Alors, survivre, je ne sais pas, parce que ça bouge tellement vite. Par contre, je pense que c'est un élément qui est ultra différenciant, parce qu'aujourd'hui, la propreté, c'est quand même un secteur qui est historiquement très hermétique au digital et entre guillemets aussi aux innovations. Et qu'en fait, aujourd'hui, le sujet ne c'est plus seulement faire de la propreté, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi à côté, donc ajouter des touches servicielles, ajouter de la technologie, parce que c'est là où on va vraiment créer cette différence-là et se différencier. Faire de la propreté, on fait de la propreté, tous nos confrères font de la propreté, mais c'est comment et qu'est-ce qu'on va apporter en plus de la propreté. Et c'est là où l'IA, c'est un accélérateur et un élément différenciant, que ce soit chez nous, pour nos clients, et même nos équipes pour les offres. Dans tous les cas, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous l'utilisez chez Mako ? Alors, nous, on a fait le choix de l'utiliser sans cadre au début, parce que c'est quand même, comme toute innovation, elle va très vite, et celle-ci, je trouve qu'elle va de plus en plus vite. C'est que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Donc, en fait, nous, on ne l'a pas structuré. Moi, j'ai fait le choix dès le début de ne pas forcément le cadrer. Aujourd'hui, on est en train de cadrer, on en parlera plus tard. Mais voilà, c'est une révolution qui est de vitesse. Donc, pour survivre, je ne sais pas encore si c'est une clé.
Par contre, c'est sûr qu'il y a un train qui est en train d'avancer et il ne faut pas forcément faire partie des premiers du wagon, mais il faut quand même le voir très vite arriver et très vite en marche. Et dans tous les cas, ça va complètement remoduler la manière dont on travaille aujourd'hui, mais à tous les niveaux, tant côté siège, nous on les voit, les fonctions support, premier lieu, RH, marketing et finance, ils sont impactés, que ce soit par les outils ChatGPT, Claude, etc. Mais aussi, nous, les fonctions, on va dire, management de terrain, qui, elles, l'utilisent aussi dans leur quotidien pour les emails et pour plein de choses. Donc, en fait, voilà, tout va très, très vite. Il y a beaucoup de bruit autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet, c'est plus seulement de faire bien son travail de la propreté, mais c'est comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces sujets-là pour se différencier. Et nous, nativement, on a été construit sur une base innovante. Donc voilà, c'est là où on tire notre épingle du jeu, on va dire. Et pour vous, Jean-Baptiste Fauché, vous connaissez bien les entreprises de propreté. Quels sont les retours du terrain par rapport à l'intelligence artificielle et ses outils ? Alors, il y a eu beaucoup de curiosité. Les entreprises de propreté sont toujours à la recherche de nouveautés, de comment est-ce qu'ils pourraient faire les choses mieux. Je pense qu'il y a une volonté de faire plus. C'est-à-dire que, comme Clément disait, nettoyer, à un moment donné, tout le monde sait le faire. Mais comment est-ce que je peux le faire ? Peut-être plus vite, peut-être mieux, peut-être de pouvoir laisser quelque chose être fait plus facilement avec une automatisation liée à l'IA et de pouvoir libérer ces agents pour faire autre chose, quelque chose qu'on n'avait pas le temps de faire. Et puis quelque chose qui nous tient énormément à cœur, nous, comment on élève l'agent de nettoyage. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une évolution de carrière, une évolution de pas être juste la personne qui passe la mop. Est-ce qu'il faut aussi dédramatiser en quelque sorte ce sujet ? Et je pense que c'est très important parce que l'IA, c'est un petit peu comme toutes les révolutions industrielles ou technologiques. Tout de suite, ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont me remplacer, tout ça. Non. En fait, l'IA, elle est là pour aider. Et l'IA, elle va pas remplacer tout ce qu'un humain fait parce que elle va l'aider en fait à faire des tâches. L'humain va devoir quand même savoir faire ses tâches pour comprendre si l'IA elle a fait correctement son aide, entre guillemets. Si vous demandez, je vais prendre un truc assez bateau, comme du traitement de texte, vous pouvez demander à l'IA de refaire le texte, etc., elle va l'améliorer. Mais si vous ne savez pas lire la langue dans laquelle le texte est fait, vous ne savez pas si elle a dit une bêtise ou pas. Il y a des choses, vous savez que dans telle ou telle organisation, il faut faire plutôt avec un format comme ceci. L'IA, elle ne peut pas le deviner. Donc, il faut l'accompagner. C'est un accompagnement. Et ça, je pense qu'il faut dédramatiser parce que et quand on va parler de cobotique après, le cobot, il va pas remplacer les humains. C'est bien pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un cobot. C'est un collègue de travail. Et donc, je pense que dans le temps, on évoluera un petit peu vers un modèle économique et un modèle social qui est un petit peu différent, évidemment. Ça sera différent. Mais il faut pas en avoir peur. Alors, comment on construit la démarche au sein des entreprises de propreté ? Comment ça s'est passé, Christopher Tonnerre, chez GSF ? Alors, l'IA, c'est quand même un vrai enjeu d'entreprise, donc il faut l'adresser à tous les niveaux de l'entreprise. Ce qu'on fait chez GSF, c'est d'ailleurs ce qu'on fait pour toutes les nouvelles technologies qui arrivent, c'est qu'on met en place un centre d'expertise. Donc ce centre d'expertise, c'est pas que les gens de la tech, il y en a évidemment, mais c'est aussi des gens du métier, c'est aussi des gens du terrain, c'est aussi des experts juridiques, c'est aussi notre responsable de sécurité des systèmes d'information, c'est aussi notre DPO qui planche autour de la question de l'IA. Et ils ont un rôle très important parce que d'une part, ils mettent en place une gouvernance, un peu de règles autour de tout ça, mais ils ont aussi un rôle très important en termes de communication, en termes de formation. Et chez nous, ils s'appuient sur des relais qu'on appelle les relais nouvelles technologies ou relais digitaux, qui sont dans toutes les différentes fonctions et toutes les différentes parties de l'entreprise et qui servent donc de relais, effectivement, pour échanger. Pour le déploiement, la communication. Oui. Exactement. Et à côté de ça, un point très important, ce que disait Clément tout à l'heure, ça avance très rapidement.
Donc, on s'appuie aussi sur des partenaires externes, que ce soit des ESN, que ce soit des éditeurs avec qui... Des ESN peut-être précisés pour... Oui, donc des sociétés de services informatiques qui nous apportent qui nous aident à innover sur certains points, mais aussi des éditeurs avec lesquels on va co-innover, ou des startups, ou même des écoles, parce que c'est très important de suivre ce qui est en train de se passer, de comprendre comment, de manière pratique, on arrive à capitaliser sur ce qui est mis en œuvre, peut-être dans d'autres industries, etc., pour gagner du temps. Vous voulez dire que c'est peut-être difficile quand même de faire cavalier seul pour développer des outils d'IA? C'est-à-dire que chaque entreprise a évidemment ses moyens, ses possibilités, mais comme on est dans un mouvement où il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent de manière continue, c'est important de regarder autour de soi pour comprendre ce qui se passe, ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et là encore, je renvoie vers le partage que fait le monde de la propreté, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses intéressantes qui sont partagées pour tous les acteurs du secteur. Clément Léhi, vous avez choisi au début une démarche un peu empirique pour vous lancer dans l'IA. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez du coup envie de mettre un peu plus de cadre pour Mako? C'est ce qu'on est en train de faire, mais moi, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'en fait, on a eu une démarche qui a été très pas à pas. Parce que, voilà, on ne cesse de le dire, tout va très très vite. Nous, on a quand même l'avantage, on a été créé il y a 6 ans, on est 300 personnes, mais on a été créé sur une structure qui est déjà très digitale. Ça fait partie de notre ADN. Donc, tous nos outils ont été construits sur une base digitale, donc prêt à accueillir l'IA. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Mais même avec ça, on a commencé à avoir cette stratégie qui est pas à pas. On a commencé très tôt, moi c'est ce que je dis toujours, c'est qu'avant de parler d'IA ou de choses qui sont un peu rocambolesques, c'est déjà commencer petit à petit avec notamment des automatisations. Et ça, on a commencé très tôt avec des automatisations pour que déjà, nous, on se mette le pied à l'étrier et que les équipes, sans utiliser ce mot d'IA qui fait très peur, elles voient l'avantage qu'il y a derrière. Ça, c'est la première marche. Ensuite, nous, on a aussi utilisé des outils, comme je disais, qui étaient natifs digital. Ces éditeurs-là, eux, ont développé leur propre couche IA sur les outils. Donc là, nous, nos équipes en interne, que ce soit sur notre SIRH, la partie compta finance, ont utilisé ces outils. Et via l'outil qu'elles utilisaient déjà, il y avait une brique IA. Donc là aussi, nous, ça nous a permis un peu de tester ce que eux faisaient. Et ensuite, on a forcément mis un tout petit peu de cadre sur les outils que nos équipes utilisaient déjà en interne. C'est qu'elles utilisaient déjà les ChatGPT, Claude. Et au début, j'avais fait le choix de ne pas le cadrer parce que tout va très vite, les modèles évoluent très vite. Il y a 1 an, j'aurais fait le choix de mettre toute l'entreprise sur ChatGPT. Aujourd'hui, on a mis tout le monde sur Claude. Est-ce que c'est le bon choix ? Je n'en sais rien parce que ça dépend. On changerait peut-être l'année prochaine. Et on changera peut-être, mais en fait, c'est juste pour dire ça. Et là, aujourd'hui, comme on a fait ces pas-là et que tout le monde appréhende l'IA, on est en train de développer nos propres solutions en interne qui sont sur une base d'IA. Mais je pense qu'il ne faut pas faire un all-in sur l'IA parce qu'il y a beaucoup de bruit. Quoi. Finalement, peut-être l'idée, c'est aussi d'aller progressivement. C'est comme toutes les nouvelles technologies, c'est le fait de vouloir y aller tête baissée sans forcément l'appréhender. On a eu trop d'exemples qui ont montré notamment la réalité virtuelle, où il y a eu des millions qui ont été mises. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, ça marche beaucoup sur des secteurs, mais voilà, il faut toujours être très très vigilant. Et surtout, il ne faut quand même pas oublier que nous, notre métier, c'est un métier du service. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on utilise cette technologie-là pour aider au quotidien nos équipes ? Et c'est ça le sujet, il faut y aller pas à pas et se poser les bonnes questions avant d'y aller. Et s'appuyer sur des relais. Comme disait Christopher, ça c'est clair et net. Jean-Baptiste Fauché, peut-être un mot de la démarche au sein d'IT, même si ce n'est pas une entreprise de propreté. Comment ça s'est construit en interne ? Alors, on n'est pas une entreprise de propreté, mais on vit pour les entreprises de propreté. Hein. c'est l'ADN de la société. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu ce qui se passait. On a été on a un peu boxé un peu tout pour éviter la fuite la première réaction, c'est de se dire, l'IA, elle a besoin de grandir. Donc l'IA, elle a besoin d'apprendre, c'est comme un enfant, hein, vous l'emmenez à l'école, etc. Donc l'IA, elle a besoin de données pour pouvoir grandir. Et donc,
on veut pas non plus que toutes les IA de partout puissent avoir accès à nos données, parce qu'après c'est la fuite et il y a plus de propriété intellectuelle, c'est très compliqué. Avec l'IA, ça devient encore plus compliqué, donc il faut quand même cadrer un petit peu. Donc on a cadré, et puis ensuite donc en interne, nous on utilise l'IA pour toutes les tâches, à peu près, et donc elle est nourrie en interne. Et puis ensuite, on a investi dans une équipe R&D IA. Donc on a une vingtaine d'ingénieurs qui ne font que ça et qui ont développé Aeris, qui est notre IA. Et avec qui on peut discuter, et on peut faire des choses, et je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais on a vocation à la développer, et c'est l'IA qui se retrouve dans tous nos cobots. Alors, les grands enjeux du coup de l'intelligence artificielle, Clément Leilly, vous avez démarré aussi ce projet plutôt pour la partie administrative, je dirais aussi commerciale. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création finalement de l'outil IA Marvin ? Oui, très bien. Ça, je pourrais en parler, mais je vais peut-être reprendre d'abord ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure sur ce qu'on a fait pas à pas. Donc, la première partie sur la partie automatisation, qui a été un des premiers sujets que l'on a fait et dont on avait parlé notamment lors de l'étude dont on parlait tout à l'heure. C'est comment est-ce que déjà l'automatisation permet de faire gagner en productivité les équipes et leur enlever une tâche qui est répétitive. Et nous, nos équipes RH reçoivent énormément de CV, doivent faire passer beaucoup d'entretiens. Et durant cette phase-là, globalement, nos équipes, ce qu'elles préfèrent, c'est passer les entretiens, être au contact de l'humain, le tri des CV, prendre les rendez-vous, etc. Elles, on a beaucoup de femmes chez nous, c'est vrai que je dis ça, se retrouver en fait à faire des tâches très répétitives, de lire les CV, mieux l'appréhender, pour ensuite les appeler, prendre les rendez-vous. Et c'est là où on a mis en place pas mal d'automatisation, où là maintenant c'est un tout petit peu inversé. On reçoit les CV, il y a des questionnaires qui sont envoyés automatiquement aux candidats. Les candidats remplissent un questionnaire et en fonction des réponses, eux-mêmes vont pouvoir prendre rendez-vous directement et réserver des créneaux pour ensuite passer l'entretien avec nos équipes RH. Et c'est là où nous, en fait, sur ce premier test-là, on a gagné 130 heures par an oui, d'économie. Beaucoup de temps gagné. Exactement. Et le déploiement passe par l'usage. Donc ça, c'était un des premiers sujets, une première brique, comme je disais, sur la partie automatisation. La deuxième, qui est du coup, nous, notre outil, qui est Marvin, qui est un outil IA qu'on a développé en interne, qui est un aide au chiffrage côté commercial, mais ça part d'un vrai besoin qu'on avait en interne et des vrais écueils que l'on avait. C'est-à-dire que nous, on avait des équipes qui répondaient à des appels d'offres, des équipes commerciales. On recevait un appel d'offres, eux faisaient une première offre au client, et le client ensuite négociait beaucoup le prix. Donc même si à la première offre, le cahier des charges était réalisé, au fil des discussions et des négociations, on parlait que de prix et le cahier des charges ne bougeait pas. Du coup, on se retrouvait avec un cahier des charges qui n'était pas du tout adapté au prix. Et c'est là où ensuite les équipes d'exploitation, ça cassait un tout petit peu. Donc on a mis en place un outil qui maintenant permet d'accélérer très grandement, le chiffrage côté commercial et de toujours lier le chiffrage à ce qui est réalisable, parce qu'en fait on fait quand même un métier qui est humain et de cadence, et que cette cadence, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est qu'on ne peut pas accélérer une cadence et de dire que je peux nettoyer 1000 m² en 15 minutes. Donc c'est là où nous, on a développé cet outil-là, et l'outil Marvin permet aussi d'adapter et le chiffrage, et la cadence, et le cahier des charges sur une base textuelle. C'est-à-dire que si on fait un premier chiffrage et que le client nous dit « ben non, en fait, mon budget, il est X% moins cher », on dit à l'IA « en fait, mon client, il a un budget de temps », et du coup, l'IA va remodeler le cahier des charges. Et ce qui permet aussi d'avoir une cohérence entre le chiffrage et une réalité, parce que la réalité, nous, c'est pas de mettre un couteau sur la gorge aux équipes qui font le travail et leur donner des cahiers des charges qui sont irréalisables. Oui, c'est le risque de ne pas remplir le cahier des charges, justement. Exactement. Et c'est là où nous, on a gagné énormément de temps et aussi en crédibilité. Et après, nous, l'autre usage que l'on va avoir aussi en interne, c'est sur la partie maquettage et création de contenu, où là, on accélère notre temps de production de manière très, très conséquente. Et notamment, on a une plateforme en ligne qui est un gros élément d'innovation pour nos clients, avec la partie marketplace, ticketing et centralisation de données. À l'époque, le maquettage, c'est moi qui le faisais sous PowerPoint avant de le donner à des équipes de UX et du design. Aujourd'hui, je peux faire quelque chose de beaucoup plus propre en beaucoup moins de temps avant de le donner aux équipes UX, UI, design. Donc, je passe de 10 jours pour créer des maquettes à une journée. Donc, ça, c'est quand même assez incroyable. Encore un gain de temps. C'est du gain de temps. Et même pour les équipes UX et UI, elles n'ont plus à être dans ma tête
sur des premières wireframes qui n'ont ni queue ni tête parce que c'est fait sur du PowerPoint. Donc c'est là où nous, on a quand même un gros gain de productivité, de temps, et surtout, ce qu'on imagine en tête, on arrive à le produire grâce à ces outils-là. Christopher Tollner chez GSF, alors quels sont les grands enjeux sur la partie, je dirais, un peu administrative? Alors il y en a plusieurs, hein, mais très simplement, on est une entreprise très centrée sur l'humain, même si on est dopé à l'innovation. Donc très naturellement, ce qu'on va regarder, c'est tout d'abord comment aider nos collaborateurs. Et donc on voit l'IA comme un fantastique outil, au fait, pour venir démultiplier les forces de nos collaborateurs. C'est ce qu'on va appeler, le concept qu'on utilise, c'est le collaborateur augmenté. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre à disposition du collaborateur des assistants, des agents IA qui vont venir l'aider. Alors, tout d'abord, l'aider à avoir accès par le langage naturel à toutes des bases d'informations de manière beaucoup plus simple qu'auparavant. Et puis la deuxième chose, c'est de l'aider à agir sur tout un nombre d'activités chronophages du quotidien, donc des activités qui vont être des activités d'achat, des activités administratives qui aujourd'hui lui prennent beaucoup de temps. Donc ça vient simplifier le quotidien de nos collaborateurs. Donc ça, c'est pour la partie administrative, plus. Oui. Alors Clément Léhy, vous avez été surpris quand même avec Marvin de voir un peu un changement vis-à-vis de vos clients, de la manière dont vos commerciaux utilisent l'outil, mais qui s'est fait de manière complètement naturelle finalement, spontanée. On n'avait pas du tout cadré ça. C'est pour ça que c'était assez étonnant. À la base, c'était quand même un outil qu'on avait développé pour l'interne. Et en fait, on s'est rendu compte que nos équipes commerciales mettaient Marvin à disposition de nos clients avec eux, pour aussi leur rendre compte d'une réalité. Parce qu'en fait, à l'époque, on avait quand même ce cas-là où les commerciaux, ça reste des commerciaux, et que même s'ils ont une valeur conseil, parfois les clients en face ne vont pas forcément les croire, alors que là, et même s'ils leur expliquaient qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a un prix, il y a une cadence et il y a un cahier des charges, et qu'en fait, on ne peut pas faire, comme je disais, en 15 minutes, 1000 mètres carrés, et du coup faire payer X euros. Là, les commerciaux, eux, maintenant, ils sont en co-construction avec les clients et ils leur disent en fait, maintenant, voici notre juge de paix, qui est Marvin, qui est basé sur toutes nos données que nous, on va avoir en interne, sur tous les appels d'offres qu'elle a répondu, sur toute notre cadence, etc. Et en fait, tu as un budget, tu as aussi des attentes qui sont sur un cahier des charges. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver le juste milieu. Et ça, nous, c'était quand même quelque chose qu'on devait utiliser que en interne. Et là, en fait, maintenant, c'est vraiment une sorte de réunion avec un triptyque de Marvin, le client et nos équipes commerciales pour arriver à un juste milieu qui convient à tout le monde. Finalement, ça vous demande beaucoup de transparence d'avoir cet outil, et aussi, ça vous permet, en y réfléchissant, à faire un peu de la propreté, alors à l'usage, bon, c'est toujours ce mot, un peu ce concept, mais finalement, en tout cas, un peu de sur-mesure. Exactement. Et puis la transparence, je pense que c'est aussi ce que le secteur a manqué pendant de nombreuses années. Et c'est là où nous aussi, on a toujours expliqué à nos clients qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Aujourd'hui, quand on récupère des contrats en annexe 7, le client ne sait profondément pas ce qu'il achète. Voilà. Et alors que là, au moins, nous, la data, on l'a et on lui remet à disposition. Donc, que ce soit par Marvin, au moins, il comprend exactement ce qui se passe chez nous. Et ça, nos clients, ils sont quand même très sensibles parce qu'en fait, ils voient aussi nos agents d'entretien tous les jours travailler chez eux. Et quand ils comprennent qu'il y a un sujet de cadence et qu'en fait, quand on leur dit, en fait, est-ce que vous, chez vous, dans votre appartement, vous arrivez à tenir cette cadence? Ah ben oui, non. Et c'est là où Marvin va faire un peu ce juge de paix. Et encore une fois, cette transparence, elle est clé dans nos métiers. Et on parle beaucoup depuis tout à l'heure de la data et du digital. Nous, le sujet avec la plateforme que l'on a sur Mako pour nos clients, c'est que cette donnée, elle n'est pas que pour nous, elle est aussi pour nos clients et que via leur espace client en ligne, ils ont accès à toutes les données. Quand est-ce que l'agent est arrivé, quand est-ce qu'il est parti, traçabilité, les chefs d'équipe, c'est quoi ses comptes rendus qualité, il a toutes ses factures, ses contrats, il a tout accessible en temps réel. Et ce qu'on disait sur l'interface, c'est une interface aujourd'hui qui redonne toutes ces informations-là. Et ça, je pense que c'est aussi clé de remettre à disposition. Dans la relation avec les clients, c'est important. C'est nécessaire. Ça amène une technicité, en fait. Clairement, le client, il est rassuré par le fait que l'entreprise de propreté, elle a accès à des données et ça participe aussi à l'éducation du client final, parce que je suis assez d'accord avec Clément.
des fois, on ne sait pas trop ce qu'ils achètent, et ils achètent un prix. Et ça permet de dire non, ce prix, il représente tout ça. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et l'IA peut aider peut-être à remettre l'église au milieu du village par rapport à tous ces sujets-là, quoi. C'est exactement. Et on recentre le débat en disant, en fait, ce n'est plus un prix, c'est du temps humain, c'est de la connaissance, c'est de la compétence. Et tout de suite, en fait, le client se rend compte et du coup, il va un peu aussi revoir ses attentes. Donc, soit il va revoir son budget à la hausse, ou il va revoir ses attentes un tout petit peu à la baisse. Mais au moins, nous, après, côté terrain, il y a aussi une tranquillité d'esprit, parce que les équipes exploitation, on l'a beaucoup vu dès qu'on a gagné des contrats, où en fait, ça a été vendu n'importe comment, et les équipes exploitation tiraient la langue. Il faut que ce soit réalisable, Voilà. Sinon derrière, Exactement. soit il faut tricher, soit il faut courir, c'est pas possible, quoi. Et là, du coup, on fait en sorte que tout est réalisable, tout en simplifiant et le travail du commercial, parce qu'en fait, lui, il n'a plus qu'à remplir les données qui sont propres au client et à son appel d'offres. Et ensuite, automatiquement, Marvin va faire le cahier des charges et le planning individuel des agents. Et donc, en fait, nous, les équipes exploitation sur le terrain, au quotidien, vont bénéficier de ça. Et même si elles ne savent pas forcément que c'est fait par une IA, elles bénéficient de ça. Elles n'ont plus besoin de le faire elles-mêmes. Gain de temps et de productivité. Et surtout, il y a un côté technique et expertise qui est incroyable. Alors la relation avec les clients, effectivement, c'est important aussi d'intégrer l'IA dans ce triptyque. Chez GSF, comment vos clients approchent finalement ce sujet? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'ils en ont peur? Oui, alors on a généralement des clients qui sont quand même très souvent friands d'innovation, surtout quand ça leur apporte de l'efficacité au quotidien. Et nous, au-delà de la partie commerciale qu'on discutait tout à l'heure, je vais peut-être parler de deux éléments. D'une part, on fait beaucoup de sur-mesure aussi. On vient vraiment chercher à s'adapter aux besoins, s'adapter au contexte de nos clients. On a des solutions standards, on a des services standards, mais ensuite on vient adapter le service. Et souvent, il y a une petite partie digitale qui vient avec la création d'applications dédiées pour soutenir vraiment ce besoin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà avec notre réseau de référents nouvelles technologies, avec les centres d'expertise que nous avons. Et maintenant, l'IA vient nous aider à gagner en efficacité, gagner en rapidité pour venir adapter nos services. Mais ce qu'on fait aussi avec ces nouvelles technologies, c'est qu'on vient enrichir nos offres standards aujourd'hui. Donc notre offre standard qui s'appelle Optima, aujourd'hui on l'a enrichi avec la vision par ordinateur, on l'enrichit avec l'IA générative, avec tout ce qui est analytique prédictive et maintenant avec la partie agentique. Et ça, c'est important parce que ça fait des solutions qui viennent évoluer en permanence, qui peuvent réinventer les services qu'on apporte à nos clients. Pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, c'est tout à fait possible pour l'utilisateur d'un de nos clients, avec son téléphone, de prendre une photo d'une anomalie, une tâche par terre, par exemple. La photo va être automatiquement traitée par l'IA. Un ticket va être créé automatiquement avec toute l'information à l'intérieur. C'est possible parce qu'on a derrière des années d'images qui permettent d'apporter les fameux documents que vous avez digitalisés. Ces données-là, effectivement. Et donc, automatiquement, le ticket est créé et on peut ensuite l'assigner soit à un de nos collaborateurs ou encore l'assigner à un cobot qui peut être dépêché automatiquement sur la zone en question pour réaliser la prestation nécessaire. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne déjà ou alors, c'est déjà en place? Le dernier point dont je vous parlais sur la partie prototype, non, ce n'est pas encore en place chez les clients, c'est des prototypes que nous sommes en train de mener en ce moment. Par contre, la première partie, celle, oui, elle est déjà disponible en production. Alors, les solutions cobotiques, on en parlait avec Christopher, Jean-Baptiste Fauché. Expliquez-nous un peu quelles sont les solutions cobotiques qui existent, pour quel type d'application? Est-ce qu'il y a effectivement des sites où elles vont être plus adaptées? Alors, la cobotique, déjà, je vais commencer par aborder un sujet, c'est qu'il y a la cobotique dans la tête des clients, et puis il y a la cobotique
dans la réalité des fabricants. Souvent, c'est un petit peu la liste du Père Noël et on espère que tout va faire tout seul parce que si on pouvait se débarrasser de l'humain, des fois, beaucoup de clients, c'est pas le but que nous on recherche et de toute façon, c'est pas vraiment viable. Donc, il faut faire attention à ce que ça reste des cobots. Pourquoi ? C'est pas des robots, ils font pas tout seuls. Il va quand même falloir aller vérifier, il va falloir les encadrer. En fait, vous avez, on va dire, si on se projette un petit peu dans le temps, on pourrait imaginer qu'on va avoir des agents de nettoyage qui sont des managers de cobots, parce que justement, donc, ils sont là avec l'application pour dire « j'ai ce problème-là ». J'ai cette problématique ici. Là, il y a ces contraintes-là. Et toutes ces informations vont être compilées, managées par l'IA, et ensuite les cobots vont pouvoir agir, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour mettre en marche le cobot, la maintenance, s'assurer que sa bavette, quand c'est un cobot de lavage, n'est pas sale et pas en train d'étaler la saleté plutôt que de la nettoyer. Voilà, il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'il faut quand même garder. Oui, et puis il ne peut pas tout faire encore. Non, alors on a vu dans la cobotique et dans le nettoyage en particulier, on a vu des développements, donc principalement sur le lavage des sols. C'est ce qu'il y a de, je vais pas dire plus facile parce que c'est pas facile du tout, mais on va dire c'est là où ça s'est développé en premier. On voit aussi beaucoup de cobots d'aspiration. Voilà, et d'ailleurs, ils sont même arrivés chez le particulier. Hein. Donc, les gens, quand on vous parle de cobot d'aspiration, tout de suite, c'est « Oui, j'ai le même à la maison. » Oui, avec la même autonomie, non. Parce que dans le nettoyage industriel, on est obligé de faire des milliers de mètres carrés. On ne peut pas le faire avec le petit cobot qu'on a à la maison. Mais sur le principe de base, c'est la même fabrication. C'est juste qu'il faut le rendre un peu plus pertinent sur des tailles plus grandes. Mais on voit aussi des cobots se développer, et on en discutait tout à l'heure, justement pour nettoyer les cuvettes AVC, pour nettoyer des vitres, pour nettoyer des murs, pour nettoyer un plafond. La cobotique va arriver un petit peu partout où l'humain a besoin d'être aidé, en fait. Une des choses les plus pénibles, c'était, et peut-être des plus faciles d'accès techniquement, c'était le sol, parce que c'est... Après, vous me direz, hein, mais balayer un sol, frotter par terre, aspirer, etc., c'est quand même ce qu'il y a de plus pénible et qui crée le plus de troubles musculo-squelettiques pour les agents. Donc, c'était un petit peu nécessaire de faire quelque chose. Mais quand on voit des vitres, etc., c'est... En TMS, c'est pas bon du tout. Hein. Donc, il va falloir pouvoir aider. Mais il y a des contraintes beaucoup plus compliquées parce qu'une vitre, c'est beaucoup plus petit. Il faut passer d'une vitre à une autre, etc. Est-ce que le cobot est capable de le faire lui-même ? Donc là, il y a des problèmes techniques qui s'ajoutent et qui vont faire que ce ne sera pas les premiers qu'on va voir. Est-ce que l'IA embarquée, justement, qui s'améliore jour après jour, va permettre d'améliorer la performance, justement, des cobots ? Oui, je pense que l'IA est prépondérante dans l'utilisation des cobots parce que c'est quand même leur intelligence. C'est-à-dire qu'un humain, il a son cerveau, il fait ses tâches et il réfléchit par rapport à ce qu'il a à faire et après, il coordonne avec ses muscles, etc. L'IA dans le cobot, c'est son intelligence également. Donc, on a besoin que l'IA soit capable de gérer toutes les informations qu'elle reçoit. Mais encore une fois, on a aussi besoin qu'elle reçoive des informations. Donc, il faut pas oublier que le cobot, il va avoir des organes, tout comme un humain a des yeux et des mains pour sentir, etc., ou un nez pour olfactif, le cobot, il faut aussi qu'il ait des organes sensoriels. Donc, il va avoir des caméras, c'est principalement ce qu'on a actuellement, mais on est en train de développer justement des choses pour les odeurs, c'est important. Si vous êtes dans un local vide ordures et qu'il y a des odeurs, si le cobot il ne le sait pas, il va pas proposer, l'IA ne peut pas avoir l'information, ne proposera pas la solution adéquate. Donc il faut peut-être aussi au niveau du son, au niveau du toucher. Est-ce que c'est une surface lisse, poreuse, rugueuse, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'un humain naturellement voit, fait, touche, sent et s'adapte. Mais il va falloir que l'IA soit capable de faire la même chose. Et pour ça, il faut la nourrir. Et donc, d'où les efforts de tout plein de sociétés, d'organisations à nourrir une base de données pour justement arriver à faire ça, ce qu'on fait également aussi de notre côté. Et un jour, en espérant qu'on pourra mettre un petit peu tout ça en commun et gagner du temps. Parce que ça va très vite. Mais voilà, après, il y a une course aux moyens, quoi. Alors, on a commencé à en parler, les agents de propreté, parce que pour réussir l'intégration des outils d'IA, il faut aussi embarquer les équipes. Comment le groupe GSF s'y prend pour faire adhérer les collaborateurs ? Alors peut-être deux aspects autour de ça. Il y a une chose, pour une entreprise centrée sur l'humain comme on est, on voit une énorme promesse
dans certaines de ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Et c'est le fait de pouvoir communiquer à la voix, communiquer avec le langage naturel, avec le digital. Et ça, on pense que ça va aider à réduire un petit peu cette fracture digitale qui malheureusement peut exister dans notre branche, dans nos entreprises. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc on voit vraiment quelque chose qui va rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple d'utilisation un certain nombre d'applications digitales. Ça pourra simplifier la vie de tous les collaborateurs au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est quand même effectivement quelque chose où il faut arriver à amener tout le monde dans l'entreprise avec nous. Et donc, il y a une vraie démarche où ça part du haut, je dirais, avec une vraie volonté managériale d'y aller, d'adopter ces choses-là en montrant l'exemple, en soyant présent. Et ensuite, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut quelque part un catalyseur, un moteur pour aider à faire ça. Donc, pour nous, c'est ce centre d'expertise que nous avons monté en interne, qui s'appuie sur des relais, des vrais relais qui soient là au contact de l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise pour échanger, vulgariser, répondre à des questions, pour communiquer, pour former. Et comme ça, on a interagi avec des milliers de personnes à travers l'entreprise par le biais de ces relais digitaux. Ils sont combien Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de relais qui sont vraiment des relais dans toutes nos filiales, dans tous nos services, qui sont là avec un rôle absolument essentiel. L'encadrement, les managers, de toute façon aussi, j'imagine, ont aussi ce rôle-là en plus des référents. Bien sûr, bien sûr. Alors, chez Mako, profil d'entreprise un peu différent, hein, évidemment, de GSF, même oui, très différent. Comment ça s'est passé pour justement faire adhérer les équipes à la fois administratives, je dirais, et les équipes de terrain? Alors nous, l'avantage qu'il va y avoir, c'est ce que je disais, c'est que de base, on a été construit avec la valeur digitale, d'innovation et liée à l'humain. Donc, c'est vrai que de fait, nos équipes sont arrivées, le digital existait déjà. Donc, ça a un peu aidé. Et aussi le fait que les équipes soient globalement très jeunes. Ça aide aussi. Et bien sûr que ça vient du haut. Mais nous, on s'est aussi rendu compte que ça venait aussi des équipes qui, au quotidien, c'est ce que je disais à l'introduction, c'est que c'est une réalité. Ils l'utilisent au quotidien, l'IA. Et ça, en fait, ils le font tous, que ce soit sur la partie administrative, mais aussi les équipes encadrantes sur le terrain. On a des chefs d'équipe ou des responsables d'exploitation qui, avant, avaient très peur d'écrire des emails, parce que c'est aussi une réalité, qui, aujourd'hui, se servent de l'IA pour faire les comptes rendus et l'envoyer. Donc là, on a des très très beaux emails. Et donc c'est là où nous, on a quand même cette chance-là d'avoir ces profils-là qui sont des relais. Et ensuite, pour le déployer, il n'y a pas de secret. C'est comme tout outil digital. C'est qu'est-ce que, très égoïstement, moi, utilisateur, je vais y gagner. C'est quoi mon bénéfice ? Et qu'en fait, comme tout le monde, comme tout à chacun, si j'ai un bénéfice, si je vois que je perds moins de temps, du coup que je vais en gagner, que c'est moins fastidieux, que c'est pas les tâches qui sont répétitives et chronophages, en fait, moi, je comprends mon bénéfice et j'y vais. Ça, c'est complètement naturel. L'autre sujet, c'est aussi, on va dire, la partie ergonomique, mais c'est comme tout outil digital, est-ce que j'ai envie de l'utiliser ? Moi, j'ai encore souvenir des ERP à l'époque, qui étaient, comme on ouvrait l'ERP, on n'a pas envie de l'utiliser. Et en fait, ça aussi, c'est des briques qui sont propres à tout projet, on va dire, informatique. C'est qu'est-ce que moi, utilisateur, je vais y gagner. Si j'y gagne quelque chose, je crée une adhérence. Et est-ce que j'ai envie de l'utiliser ? Et ça, c'est quand même les deux gros sujets qui vont permettre de construire l'adhérence. Et ensuite, que derrière, il y ait une IA. Globalement, l'utilisateur, si son front est une interface qu'il comprend et qu'il peut utiliser, si derrière, c'est une machine IA qui tourne,
globalement, j'ai envie de dire qu'ils s'en foutent un tout petit peu. Oui, Et- c'est ça. C'est pas le c'est- bénéfice, il n'est pas. il tu est vois, si c'est pas lié ou pas. utile, ouais, c'est Ça va aussi dans le sens de la pénibilité, et pas que la pénibilité de la TMS, de la pénibilité, juste l'agent ou le responsable d'exploitation ou quelque chose qui doit faire un rapport, etc. Ça peut être... mince, il faut que je fasse un rapport, ça va me prendre 3 heures, 4 heures. Les tâches administratives, c'est long et c'est pénible. Et en fait, l'IA nous permet de réduire énormément ces tâches-là et de se concentrer sur ce pourquoi on travaille et qui est le service, le service qu'on rend aux clients. Et donc, je pense que l'IA va vraiment apporter ça. C'est une montée en régime en service. On va vraiment pouvoir donner beaucoup plus. Si on utilise l'IA, évidemment. Mais là, encore une fois, comme Clément a dit, il y a un train, il est en train de partir, si vous n'êtes pas dedans, ça va être compliqué. Et c'est exactement ça, c'est qu'il faut aussi comprendre la réalité du terrain. C'est que moi, j'invite quiconque à aller faire l'entretien à 5-6 du matin et aussi se rendre compte des managers, la quantité d'informations qu'ils doivent gérer dès 6 heures du matin. Ils gèrent des dizaines et des dizaines d'agents, des milliers de mètres carrés, et tous les jours, il y a des absences, il y a des choix à faire, il y a des emails, il y a des textos, il y a du WhatsApp, il y a tout ça. Et ça, dans la voiture, en train de conduire pour se déplacer entre les sites. Donc là, on parle quand même de l'encadrement intermédiaire. Le manager, l'encadrement intermédiaire. l'inspecteur, le responsable de secteur, lui, c'est sûr que ça va lui faciliter sa tâche d'avoir moins d'administratif. Ah oui, c'est l'administratif et c'est surtout cette quantité d'informations. C'est qu'aujourd'hui, ils sont dans leur quotidien, dans la voiture, avec le seul outil qu'ils ont, c'est le téléphone. Et ils doivent jongler entre un portefeuille de clients, de N clients, X agents, et au quotidien à jongler. Voilà, c'est quand même des profils qui ont une gymnastique d'esprit à faire tous les matins parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Ah oui, et c'est là où nous, on va pouvoir les aider. Vous voulez réagir ? Oui, c'est un point très important parce qu'évidemment, toutes ces solutions, elles doivent être mises en place avec le terrain. Et donc, toutes les solutions, nous, qu'on met en place, c'est les équipes terrain qui participent à ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ces relais digitaux dont je parlais, ce n'est pas seulement dans un sens de partager de l'information, ils ont aussi un rôle essentiel de faire remonter toutes les idées, et c'est eux qui choisissent pour le terrain toutes les solutions que nous avons au sein de l'entreprise. Donc, ils sont tout passe par eux. En fait. Alors, et je vais juste faire un dernier point. Toute cette data qu'on récolte sur les terrains va aussi aider quand on voit un responsable d'exploitation qui doit penser à 120 sites avec 200 personnes. Et il va oublier des choses parce qu'il ne va pas prendre le temps de les prioriser comme il faut. L'IA peut aider justement à ça parce que l'IA n'oublie rien. Et c'est un assistant en fait que vous pouvez avoir tout le temps et vous pouvez dialoguer en fait avec cette IA pour justement avancer plus facilement et peut-être faire descendre un petit peu le stress du rôle. Parce que c'est comme un soutien finalement. C'est un soutien, tout à fait. C'est comme si vous aviez votre assistant personnel, sauf qu'il est digital. Un deuxième cerveau. Moi, oui, on peut dire ça comme ça. Moi, je le dis de manière très honnête, c'est que moi, le premier est bien exploité. Le premier est très exploité, et ça c'est vrai. Mais sans oublier que faut que le premier cerveau soit bien rempli, si on veut que le deuxième de l'IA fonctionne correctement. L'IA ne va pas remplacer le cerveau humain, et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Alors, l'agent de propreté, moi, je voulais quand même qu'on revienne aussi vraiment à ce poste-là. Hormis le fait d'avoir un cobo qui vient s'associer à son travail, qu'est-ce que ça va lui apporter, les outils d'IA ? Quels sont les bénéfices dont vous parliez tout à l'heure, Clément ? Là, c'est encore très tôt pour pouvoir le dire. Je pense que déjà, de base, quand on arrive à un agent d'entretien, ce qu'on va lui demander, c'est d'appliquer un cahier des charges. Déjà, si le cahier des charges, il est réalisable, c'est aussi cette assurance-là. Il est réalisable. Quand il demande des choses, que ça soit fait, que nous, on puisse aussi mieux appréhender la livraison des produits, du matériel, etc. Au quotidien, globalement, l'agent d'entretien, je pourrais faire des grandes promesses, comme quoi il serait augmenté, etc. Mais ce qui est faux, c'est pas la réalité. Parce que nous, de fait, nos agents d'entretien, ils sont multi-employeurs. Donc, ils travaillent chez nous, ils vont travailler chez nos confrères. Donc, en fait, ils attendent de nous, on va dire, le basique. Et le basique, c'est que nous, on a une responsabilité, c'est de leur offrir un cadre de travail qui est sain, avec un encadrement, des formations, les bons produits, le bon matériel. Et en fait, c'est déjà énorme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dès qu'on récupère des agents en annexe 7, ils n'ont pas été visités depuis des années,
le travailleur isolé, le cahier des charges, ils n'ont aucune idée de ce que c'est, ou c'est pas réalisable. Et en fait, c'est nous aussi, on a des promesses que l'on peut faire en marketing, mais concrètement, l'agent d'entretien, lui, marketing, c'est pas ce qui va être dans son quotidien. Donc ça lui enlève de la pression peut-être déjà d'avoir un cahier des charges effectivement raisonnable. On fait ce pourquoi on existe, c'est qu'on est un employeur et en fait on a un engagement auprès de nos agents d'entretien et de leur dire en fait ce qu'on vous demande de faire c'est réalisable autant que ce que je demande de faire à des commerciaux, à des responsables d'exploitation, c'est réalisable et en fait au quotidien on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à des agents d'entretien et déjà ils bénéficieront si nous on est carré dans nos process grâce à de l'IA, eux bénéficieront de ça. Alors Jean-Baptiste Fauché, en tant que partenaire des entreprises de propreté, comment vous les aidez justement sur le terrain, concrètement, à former peut-être, à expliquer, à faire un peu de pédagogie auprès des équipes opérationnelles? Alors on a des équipes, on a nos commerciaux qui se déplacent énormément sur le terrain. On a ce qu'on appelle des iVans. En fait, on se déplace avec nos vannes et toute la gamme dedans. Et on va sur les sites pour aider les partenaires et les utilisateurs finaux. Parce que nous, chez iTeam, une des choses importantes pour nous, c'est d'être en contact avec l'utilisateur final. On ne fait pas de direct, mais notre partenaire, c'est important, et c'est le distributeur qui va gérer tout le SAV, etc. Mais l'utilisateur final, lui, c'est celui qui va utiliser nos machines. Et c'est lui qui va nous faire les remontées d'informations. Et on ne peut pas toujours se baser sur les partenaires pour nous remonter toutes les informations. Donc, on préfère aller les chercher nous-mêmes. Donc, on est assez... on est très présent sur le terrain et on aide énormément nos partenaires. Et donc, du coup, on va leur présenter aussi tout ce qui est cobotique, assisté avec l'IA. Parce que dans le nettoyage et dans la fabrication de machines, c'est plutôt cette partie-là qui est importante. Et on passe énormément de temps à les éduquer. Parce qu'il faut apprendre à gérer l'IA, dédramatiser le fait que mais ça va être très compliqué. Non, c'est très simple. En fait, le but, c'est d'arriver à avoir un produit qui est très utile, mais très facile à utiliser et très facile à maintenir. Plus de temps. Ça nous prend énormément de temps par rapport à d'autres collègues. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, la cobotique, ça prend beaucoup plus de temps que de l'autolaveuse classique. Ça, c'est sûr. C'est de l'ordre de 7 à 10 fois facile. Donc, vous allez faire quand même des démos qui sont plus longues. Il va y avoir beaucoup plus de questions. Et comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de curieux. Donc, il y a des gens qui vont venir aussi vous poser plein de questions, qui veulent l'avoir parce que c'est le truc qui est nouveau, innovant, etc. Mais ils n'en ont pas forcément besoin. Donc, il faut aussi faut faire la part des choses. Donc, Et pour la formation, du coup, vous m'aviez expliqué que vous formiez des référents, des champions. Oui. Alors en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que, alors déjà en interne, mais aussi en externe, c'est-à-dire que nous en interne, on a des champions en cobotique, ce qui permet d'avoir toujours quelqu'un qui est très au fait de ce qui se passe face à l'utilisateur. Et après, par exemple, si on allait chez GSF ou Mako, on aurait eu un chef d'équipe, un champion qu'on va essayer de former, qui lui pourra gérer le turnover qui existe dans ce métier, on va pas se mentir. Et donc, en fait, cette personne, elle, va pouvoir reformer les autres personnes et faire une sorte de distribution en étoile des connaissances. Parce que c'est des connaissances. Enfin, on est vraiment là, avec l'IA, on est dans la gestion des connaissances. Donc, il faut arriver à ce qu'elles se soient partagées. Donc, il faut qu'on arrive à former des gens qui soient capables de former des gens. Enfin, voilà, c'est le petit domino, Et donc, on passe beaucoup de temps à faire ça. Ça fait partie de notre rôle de fabricant. Enfin, nous, on estime que ça fait partie de notre rôle. On n'est pas juste là pour vendre et pousser des cartons. Clairement, on est là pour faire de l'innovation et il faut qu'elle soit adoptée. Et pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit comprise. Donc, il faut passer du temps. Alors, comme toute évolution, effectivement, il y a des freins quand même au changement. Clément Léhi, quels sont les freins les plus difficiles à lever, selon vous, pour réussir l'intégration de l'IA ? Je pense que ça fait partie de déjà la qualité de la donnée. C'est avoir confiance. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est que moi, je dois comprendre de quel bénéfice je vais y avoir en utilisant ça. Et qu'en fait, les freins, c'est techniquement, qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour répondre, pour accompagner nos équipes en interne. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement avoir des données de qualité? Ça veut dire savoir où les trouver, les vérifier, en avoir assez? C'est un peu tout ça, effectivement. Et c'est comme tous les sujets de données. Moi, je sais qu'à l'époque, je travaillais beaucoup avec des personnes qui travaillaient sur de la donnée et ils disaient toujours « sheet in, sheet out ».
Et c'est exactement ce sujet-là. C'est que si on nourrit l'IA d'une donnée qui n'est pas juste, dans ce cas, ce qui va sortir ne sera pas juste. Et si je reprends l'exemple de Marvin et des cadences, si nous, on nourrit notre IA d'une cadence qui est fausse, ensuite, c'est, pour reprendre l'esprit des dominos, toute la chaîne qui va être complètement fausse. Donc c'est là où et puis ça va entacher complètement la notion de confiance auprès de l'outil et de l'IA. Et la confiance, elle est quand même clé. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de deuxième cerveau. Moi, j'ai confiance en l'humain. L'IA, on le regarde un peu de très loin. Et qu'en fait, si très tôt, on met à disposition des outils qui sont un tout petit peu bancals, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que la donnée, l'or noir, mais depuis des années, c'est que voilà, il y a eu des énormes projets de big data, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là? Aujourd'hui, on a des cas d'usage de cette donnée. On va pouvoir enfin la mettre à disposition, l'exploiter, et surtout le gros avantage de l'IA, c'est utiliser l'IA comme une interface. C'est les requêtes textuelles que l'on va pouvoir faire, et c'est un peu ce qu'on frôlait tout à l'heure, où là maintenant on met à disposition tout un jeu de données qui est énorme de chez énorme, à disposition de toutes nos équipes et toutes nos populations. Et que c'est super, la promesse elle est énorme. Par contre, derrière, je pense qu'il y a des DSI qui vont à transpirer parce que la qualité de la donnée, elle doit être impeccable de chez impeccable. Et ça, c'est le gros sujet, le gros frein, selon moi. Christopher Tonler, chez Oui. BSF, c'est pareil aussi. Oui, en fait, je ne peux que souscrire à ça. Hein. La qualité de la donnée, c'est un prérequis à bien pouvoir utiliser l'IA. Donc oui, et ça demande tout un travail de mise en qualité de la donnée. À côté de ça, il y a quand même d'autres obstacles aussi qu'il faut pas négliger. Donc la première chose, c'est, et c'est pas un scoop, hein, ce que je veux dire là, l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui n'est pas intelligente. C'est basé sur de la probabilité. Et aujourd'hui, les machines, et là je vais parler de la fiabilité des algorithmes d'IA qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la fiabilité moyenne des modèles qui sont sur le marché, c'est 78%. Ça veut dire qu'une fois sur 5, le modèle va halluciner, va essayer de répondre, mais en inventant quelque chose. Donc ça marche peut-être dans la vie courante de tous les jours, mais dans un monde d'entreprise, ça peut devenir très gênant si on n'est pas venu encadrer toutes ces parties-là et qu'on n'y a pas pensé auparavant. Et après, il y a quand même quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance aussi, c'est que, on le disait tout à l'heure, l'IA s'est nourrie à la data. La data, c'est quelque chose qui peut être sensible. Et là, il y a quand même tout un cadre législatif et juridique qu'il faut connaître pour pouvoir le respecter, pour ne pas se mettre en difficulté. Donc, il y a le RGPD, bien sûr, puisqu'on parle de data, mais il y a aussi le Data Act qui est arrivé maintenant, et le AI Act, ou le IA Act, qui sont arrivés. Et donc il y a déjà des obligations légales qui existent autour de ça. Donc, il faut s'informer, il faut comprendre ce que ça veut dire pour ne pas se mettre en difficulté pour le futur. Et donc, ça demande un peu de gouvernance, ça demande aussi des politiques, des codes de bonne conduite pour arriver à mettre ça en place pour qu'il n'y ait pas de fuite de données importantes en dehors de l'entreprise. De la veille également, pas que juridique, hein, parce que quand on parlait tout à l'heure, il faut que les utilisateurs comprennent pour bien appréhender comment utiliser l'IA. Mais quand on parle RGPD et dans la cobotique, par exemple, puisque comme on parlait tout à l'heure, hein, mon cobot, ce qu'il voit, c'est ce que les caméras lui donnent. Hein. Si les caméras elles ne peuvent pas prendre de la donnée, parce que le RGPD la limite ou des choses comme ça, alors je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire du RGPD, c'est très très bien le RGPD, hein, il faut. Mais il faut aussi comprendre les limites de tout ce cadre légal que l'on pose, et que donc, encore une fois, quand les clients ils disent « j'aimerais faire ça », il y a des limites à ce qu'on peut faire, parce qu'on s'est limité nous-mêmes, et que si on va en Chine, par exemple, parce que bon, on connaît bien le pays, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règle. Et donc, ils ont une facilité à développer des outils, mais qu'on ne peut pas utiliser nous-mêmes. Donc, il faut... parce qu'elles ne respectent pas la vie privée, parce qu'elles ne respectent pas un certain nombre de choses. Donc il va falloir trouver un moyen de faire progresser les IA, de leur donner des données de qualité,
tout en respectant la vie privée des gens et l'accès, et puis pas que les données partent pas dans tous les sens. Donc c'est un jeu d'équilibriste. C'est un jeu d'équilibriste pour les fabricants, ouais. Oui, c'est sûr. Alors, il n'y a pas que les freins liés au juridique, il y a aussi la problématique économique. Il faut quand même que tout ça soit rentable, Christopher Tollner. Normalement, je ne sais pas pour vous, mais chez nous, en tout cas, tout investissement doit avoir un retour sur investissement. Et là, effectivement, il faut bien réfléchir avant d'aller trop loin. Il faut expérimenter, mais avant d'aller trop loin et à trop grand volume, il faut quand même se poser des questions et bien comprendre les coûts qui sont liés à ça. On a parlé des prérequis tout à l'heure sur la qualité de la donnée. Est-ce qu'on a bien les prérequis en place? Est-ce qu'on va bien arriver à faire marcher l'IA qu'on veut mettre en place à l'échelle de l'entreprise? Et puis après, il y a des coûts qui parfois sont un peu moins connus. C'est les coûts de calcul qu'il y a derrière, parfois si on fait des modèles, enfin des calculs qui peuvent engendrer beaucoup de compute, comme on appelle ça, ça peut avoir des coûts qui commencent à devenir significatifs pour une entreprise. Et à côté de ça, il y a quand même un coût aussi, qui est le coût écologique. Je pense qu'il faut aussi le mentionner. L'IA est un outil formidable. Maintenant, le risque, c'est comme quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Donc, il ne faut pas nécessairement utiliser l'IA à tort et à travers pour résoudre des choses qui peuvent très bien être résolues avec des solutions plus simples. Domaine prioritaire et pas en mettre peut-être à tout va. Clément Léhi, peut-être un mot sur la rentabilité aussi de tous ces outils? Non, mais je pense que c'est exactement ce que vous disiez, c'est que faut, comme tout projet, c'est un peu savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qui sera demain une clé de succès. Et que les clés de succès sont des KPIs qui soient quanti et quali. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup aussi des limites de l'IA. Et c'est ce qu'on dit, c'est que je pense qu'aussi aujourd'hui, faut pas y aller tête baissée, parce qu'aujourd'hui, sinon, on va avoir des IA qui vont pouvoir halluciner. Et surtout, notre risque que l'on voit au quotidien, c'est que trop d'IA tue l'IA et tue aussi, on va dire, le côté très unique de la marque. Et je pense que ça aussi, c'est cette espèce de standardisation que l'on voit aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure de l'aide aux emails, etc. Un email qui est écrit par une IA, on le voit tous. Et aujourd'hui, les limites que l'on va voir aussi, c'est comment est-ce que les marques dénaturent un tout petit peu leur marque parce qu'elles utilisent trop l'IA au quotidien. Et je pense que ça, c'est aussi il y a un risque de perte de qualité quand même sur... Perte de qualité. Perte d'humanité peut-être. Et perte d'humanité. Parce que si on reconnaît l'IA dans l'email, on peut se dire, oui, mais en fait, ils n'apportent pas de ce lien social. Je voulais rebondir sur la quantité de données et de calculs qu'on fait. Un exemple très pratique pour ceux qui vont nous regarder et nous écouter. Si vous avez un cobot de nettoyage ou d'aspiration et que vous êtes dans un endroit tout vide, un grand carré rectangle vide, ça, pour la cobotique, c'est parfait. C'est génial. Il n'y a pas d'obstacle. On fait des grandes lignes droites. C'est optimisé. Les calculs sont simples. C'est un carré. Pythagore et tout ça, super facile. Si par contre, on commence à faire quelque chose de très encombré, avec des recoins, et là, le cobot est constamment en train de calculer, recalculer, de se poser des questions, de faire du surplace, de s'ajuster, etc., non seulement, donc on rejoint le problème du calcul qui va avoir un coût, là, le coût réel, ça va être qu'il perd du temps. Et que vous pourriez avoir un cobot qui est plus lent qu'un humain. Donc, alors, il nettoiera peut-être mieux, je dis pas. Mécaniser, c'est toujours plutôt positif en termes de qualité de nettoyage. Mais il pourrait, en termes de temps, ne pas être efficace. Alors après, certains diront, oui, mais bon, le temps du cobot, on s'en fout. Finalement, on n'est pas là. Mais il y a des tâches qu'on doit faire. On a 2 heures pour la faire. Et c'est le créneau horaire qu'on a. Et le site est fermé après. Le site doit être sécurisé. On ne peut pas agir en dehors de ce créneau-là. Donc, il faut quand même que le cobot soit capable de faire les tâches qu'on veut lui faire faire dans un temps imparti. Donc, il y a toutes ces petites données-là. Donc, ça veut dire quand même que la cobotique est rentable aujourd'hui, à certains endroits. À certains endroits, voilà. C'est là où aussi il faut bien... On ne peut pas tout cobotiser. Tout comme on ne peut pas tout mécaniser, en fait. On parlait de révolution technologique. Il y a eu la révolution technologique de la mécanisation, avec l'iMob pour ce qui nous concerne. On ne peut pas mettre des iMob partout. On ne peut pas mettre des cobots non plus partout. Voilà, ça n'a pas de sens. Il y a aussi un risque qu'on avait évoqué, Christopher Tollner, c'est
la cybersécurité, est-ce que justement utiliser des outils d'IA, ça peut aussi être compliqué? Évidemment, avec toute nouvelle opportunité, il y a des nouveaux risques. C'est comme ça. Et là, il y a vraiment un risque qui a deux faces ou deux aspects très importants. Le premier, c'est que on va inviter dans nos entreprises tout un nombre de nouvelles technologies. Et ces technologies, elles apportent des nouveaux risques, des nouvelles vulnérabilités qui commencent à être exploitées par les malfrats de la cyber. Donc des risques en termes de fuite de données. Si les gens ne sont pas bien éduqués, ils peuvent utiliser à tort les machines, mais aussi des nouvelles failles qui peuvent être introduites à l'intérieur des systèmes d'information. Et puis, après, il y a l'autre partie qui n'est pas à négliger non plus, c'est que l'IA, c'est aussi un fantastique outil pour les malfrats de la cyber. Et donc là, on voit depuis quelques années une accélération, une augmentation de plusieurs centaines de pourcents des cyberattaques de manière générale, et aussi une accélération. On voit aujourd'hui, je pense que c'est une attaque réussie sur 5, où l'exfiltration de données se fait dans l'heure qui suit. Ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Hein. Ouais. Et donc, ça, il faut que les entreprises en soient conscientes et voilà, s'arment aussi pour pouvoir Ça, faut se protéger. être protégé par rapport à ces nouvelles. Il faut avoir un outil d'IA pour contrer les attaques de l'IA. Alors tout à fait. On parle beaucoup de l'IA contre l'IA. Non, et puis c'est là où les RGPD et tous les IA Act et tout ça reviennent et ont un intérêt et une utilité de protéger justement les données pour que la fuite ne soit pas partout et que les serveurs soient restés en Europe ou même en France, etc. Vous avez plein d'utilisateurs finaux, je pense à des hôpitaux, qui ne permettent pas au cobot de se connecter. Voilà, donc le cobot, il aimerait bien être connecté au Wi-Fi, mais c'est pas possible. Parce que c'est trop risqué, parce qu'on pourrait, voilà, il y a eu quelques petits exemples dans certains fabricants de cobotiques, les caméras partout dans le monde qui sont devenues accessibles soudainement, c'est un peu embêtant. Alors, en guise de conclusion, je voudrais qu'on se projette un peu dans le futur. Demain, l'IA, qu'est-ce que ça sera? Est-ce qu'on peut imaginer, évidemment, une offre plus créatrice de valeur? À quelles évolutions futures peut-on s'attendre, Clément Léhy? Écoute, je ne vais pas sortir ma boule de cristal parce que c'est très compliqué, mais voilà, nous on va continuer à investir sur le digital comme on l'a toujours fait. Je pense que voilà, la propreté c'est un secteur qui est magnifique, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, historiquement très hermétique aux valeurs d'innovation, de digital et même d'humain. Nous, on est là un peu pour secouer ce secteur de la propreté et du multiservice en insufflant voilà, toutes ces notions digitales et IA pour justement lui redonner ses lettres de noblesse et dire on fait de la propreté, on fait du multiservice et on fait du FM, mais on est jeune, on est digital, on est là pour innover et pour ajouter de nouvelles choses et je pense que c'est ça aussi qui va créer les différences, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas différent parce qu'on fait mieux la propreté que mes confrères ou quoi que ce soit. On crée cette différence-là parce qu'on a une offre que l'on va proposer aux clients qui sera différenciante parce qu'en fait la manière dont on le fait nous permet d'être meilleurs que les autres et pas sur le cœur de la partie propreté. Et je pense que l'IA, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce que l'IA va être mise à disposition pour faire office de copilote de nos équipes. Et ça, je pense que c'est une clé. On parle beaucoup d'agents IA, on parle de vibe coding. Aujourd'hui, de développer des outils, ça n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. Alors après, cybersécurité, c'est un autre sujet. Ça amène énormément de choses et on l'a déjà vu, on l'a vu, c'est qu'on va pousser en live des outils qui sont vibe codés avec les clés API à l'intérieur, ce qui est une hérésie totale. Mais à minima, aujourd'hui, on est quand même, on arrive à faire plus et entre guillemets mieux pour nos équipes, mais sur tous les niveaux. Donc ça va être quand même pour moi un gros sujet sur les prochaines années à venir. L'autre sujet nécessaire, c'est la data. Donc cette donnée-là, elle est clé, mais elle est clé chez nous et elle est aussi clé pour le client. Nous, on a toujours joué le jeu de la transparence via notre plateforme en ligne pour remettre nos données à disposition des clients. Et du coup, ça en devient ces données, donc ces données de contrat, de facture, de passage sur son site, d'avoir un vrai dashboard, savoir quand est-ce que mon chef d'équipe est passé, quelle note il a mis et quels sont mes rapports d'activité. Et ça, cette donnée, aujourd'hui, on la remet à disposition. Et donc, je pense que ça aussi, ça va accélérer parce que nos clients demandent ça. En fait, ils demandent aussi d'avoir accès à toutes ces données-là qui, aujourd'hui, il y a un peu un écran de fumée
de la part Oui. On parlait de la transparence tout à l'heure. Oui. cette transparence-là. Et du coup, en fait, cette donnée, il faut la mettre à disposition de nos clients, et ça va être la clé dans tous les cas, parce qu'on pourra mieux piloter les services, les bâtiments, et aller même beaucoup plus loin que ça. Et pour ça, il faut pouvoir le faire. Donc c'est là où aussi, nous, en interne, on est en train de travailler sur des grosses évolutions, notamment sur la partie ERP en interne, où on s'est beaucoup posé la question auparavant de passer par des éditeurs dont c'est le Qui ont métier. déjà des solutions. Oui. Voilà, sauf que là, aujourd'hui, justement, avec ces nouveaux outils d'IA, ça nous permet de créer nos propres outils en interne, d'être complètement maîtres et d'avoir quelque chose qui nous correspond et aussi beaucoup plus adapté, peut-être. plus adapté. Du coup, en fait, mon rôle, c'est de comprendre de quoi demain pourrait être fait. C'est même pas sera fait, c'est vraiment pourra être fait. Et voilà, moi j'ai une ligne directrice sur les prochaines années qui est celle-ci. Et je pense que cette donnée, nous, via l'ERP, ça va être un peu le nerf de la guerre. Et c'est là où nous, on est en train de faire des très jolies innovations qui vont sortir dans les prochains mois, qui amèneront ça. Et pour GSF, alors, quelles sont les possibilités pour demain, pour une offre peut-être avec plus de valeur? Quels sont vos projets? Alors, une certitude, c'est que l'évolution technologique qu'on est en train de vivre maintenant, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, oui, on va travailler l'IA physique, on va travailler l'agentique. Donc, on est dans tous ces sujets-là. Et demain, il y en aura encore d'autres. Et donc, on va continuer à utiliser toutes ces évolutions technologiques pour constamment réinventer nos services, pour apporter de la valeur, mais aussi pour aider et pour protéger nos collaborateurs. Et le point qui va rester vraiment le point focal toujours pour nous, ça va être de mettre cette innovation, de mettre ces nouveautés et nouvelles technologies au service de l'humain. Jean-Baptiste Fauché, peut-être chez iTeam, un projet, quels sont... Oui, alors on a alors c'est le futur et en même temps c'est le présent parce qu'on on va dire qu'en interne ça fonctionne. On va le sortir bientôt, mais on aimerait quand même le peaufiner un petit peu avant. Mais l'idée, c'est d'avoir, comme on disait, un partenaire de nettoyage, quelqu'un qui va nous aider, un assistant, une espèce voilà, basé sur l'IA, et qui sera capable, via les outils que nous donne le téléphone, parce qu'un smartphone, ça a des caméras, ça a plein de choses. Donc en fait, l'IA du smartphone permet d'avoir accès à une remontée et un échange avec l'environnement dans lequel on est, et de pouvoir dire, comment est-ce que je suis dans cette situation-là, j'ai accès à ces machines-là, j'ai accès à toutes ces problématiques-là, les contraintes, c'est ça, et de pouvoir discuter avec l'IA pour trouver la meilleure solution. Et je dis bien discuter parce que c'est pas l'IA qui va dire, il faut faire ça, parce qu'encore une fois, il y a les erreurs possibles, il faut contrôler, il faut savoir faire, et puis est-ce que l'agent a bien donné les bonnes informations, qualité d'information. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, je peux être assisté, et avoir quelqu'un qui va m'aider à penser à toutes les choses que je peux faire avec telle et telle machine, me dire que cette machine-là ne marche pas sur telle chose. Donc, il y a vraiment voilà. Nous, on est en train de travailler sur cette solution-là pour pouvoir aider nos partenaires, mais les utilisateurs finaux. Et donc, en aidant les utilisateurs finaux, on aide nos partenaires indirectement, et on préfère avoir on est plus proactif, on va dire. Cette émission touche à sa fin. Merci à nos intervenants et à notre partenaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain Service Live qui sera consacré aux prestations de propreté durable. Au revoir.